ما كايديا دونك نكرد الواحد الكلوب جيني سيفيل n'a pas oublié ses racines هكا عدلها donc le rêve n'est pas impossible. Ça veut dire c'est un exemple. C'est ce que chaque étudiant يزمر يقول ان شاء الله c'est un cadre dans une boîte internationale. Donc dès qu'il va retenir donc يعطيك صحة encore une fois قلع toujours ذاك الكلوب جيني سيفيل انت حوايج ما قلع ذي هكا pour la sortie pédagogique دنا bon parce qu'il a contacté la première fois c'est un projet ذاك اللي عاش الفاز نخدم 122 logements بعد tellement le projet il est achevé à 100% donc ولاش دا شانس vraiment grand chose. J'ai un projet juste à côté, 40 logements, donc avec les fondations. D'ici 6 mois, un mois et demi, Inch'Allah, on vous invite à faire une visite sur le chantier, bon, c'est très important concernant les accidents sur chantier. Il y a des méthodes classiques, traditionnelles, ça ne donne pas des moyens. نساعد des blocs on R plus 6 et on R plus 8 donc نساعد les ascenseurs. Les ascenseurs derniers, il y a beaucoup d'accidents يترون صالين la gamme d'ascenseurs اللي كان يمث parce que واش 5 étages donc ورك واحد 25 متر دير صحيح دونك يمكن اذا شي نخدم ما راح تروحوا الشونتي شي نقرا لي كونديكتور دي طرابو ما خدمين التريا سودي. Lorsque m'a posé le terrain soudé, la cage d'ascenseur n'est pas. On va couler le plancher, le terrain soudé n'est pas. هذه قيم حاشا ما نروح نمونتي les ascenseurs. Et واش c'est une sécurité دي صغيرة. صحيح c'est que ça ne demande pas de beaucoup d'argent, ça ne demande pas des moyens, c'est juste العبد et il doit prendre en considération كان شتي parce que خدم هذه لي chantier شغل الناس وين يخدم كان مي على الاكستيريور ما تروح تشوف شونتي اتزارت ماشي اعطيكم صح. Juste pour amener un éclairage complémentaire sur le sujet des ascenseurs, qui est un sujet important effectivement, parce que comme il disait, le plancher unique, la cage d'ascenseur par définition, parce que l'ascenseur il a des moins 2, moins 3, moins 7, les sous-sols, mais le dernier étage. Donc par définition, il n'y a pas de plancher. L'idée de laisser le terrier soudé, effectivement, ça fait quoi? Ça fait que il a un ouvrier qui est au niveau d'une ouverture, va venir une porte d'ascenseur après, adhérer, au lieu d'adhérer le 7e étage, à moins 2, adhérer le 7e à 6e. Au moins, c'est un premier début. Mais ça n'est déjà. La réflexion, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça l'air tu vois. Donc, c'est l'ouverture de la cage d'ascenseur, la condamnée. Et la condamnée, première chose, c'est de mettre au moins un garde-corps. Donc quand je dis un garde-corps, c'est une lisse au niveau du genou, une lisse au niveau de la taille, 50 cm, 1 mètre à 1 mètre 10. Parce que maintenant, juste taille ou la had, ils me l'ont entre les deux. Dans des circonstances, soit de ma côté accroupir, plus ce qu'on appelle une plinthe, donc c'est une planche d'une quinzaine de centimètres qui n'est pas contre la chute des personnes, mais contre la chute d'objets. C'est-à-dire une كاقلين نخدم معك البلانشي هنا ثاني ونخدم لاسانسور يوكسال لا كليرمون لا تنا زرار كاج نيمبورت كيل اوتي ان مورسو دو بيطون زرار شوتيا هذه غليه ثاني هذه غليه في حد يوكسال ميم وين يوكسال ماكس على الكاسك selon ce qui tombe ça ne protège pas forcément ça peut transpercer le casque etc la hauteur de chute etc et donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on peut mettre, je pourrais te montrer ce qu'on appelle des portes de protection qui couvrent l'intégralité de l'ascenseur de telle sorte à ce que ni les personnes ni les objets ne peuvent passer. C'est ça qu'on met généralement en place sur le chantier. Donc, bonne chose de dire une fois RLé, qu'est-ce que je fais? Une autre chose, c'est de dire au Qbla d'RLé, qu'est-ce que je vais faire? Et ensuite, même la personne qui va aller poser la protection, parce qu'une seule m'a dit à ça déposer. Donc il y a une sécurité attachée derrière, etc. pour mettre en sécurité. Mais est-ce que depuis, ça fait 2008, donc 15 ans bientôt que tu travailles, est-ce que tu as eu des accidents graves sur l'un de tes chantiers?
Jamais? Jamais? Eh bien, tant mieux. On touche du bois. Même aller sous téléthon et tout, rien de méchant. Eh bien, c'est tant mieux, tant mieux. Je voulais aussi apporter une petite réflexion aussi sur bon, je vous remercie d'abord, sur les accidents qui peuvent se produire aussi sur chantier, pas forcément uniquement sur chantier. La dernière fois, on a été avec un groupe de stagiaires de notre établissement conducteur de travaux sur le laboratoire à l'ANHC. Et croyez-moi, on a vu ce genre aussi d'accidents qui sont vraiment très néfastes. Genre l'appareil qui fait le carottage. Normalement, bon, il y a vraiment c'est-à-dire une manière d'être en sécurité, mais que l'ingénieur ou bien le technicien, il néglige, soi-disant, comme ils ont pas mal de travail, ils essayent de faire ça, laisser rapidement, au lieu de faire encastrer l'appareil. Voilà, de le fixer, ils font le carottage. Puis, il y a un soulèvement. La dernière fois, il m'a dit que l'ingénieur, vous le connaissez? C'était aussi dans la génération des ingénieurs qui avait vraiment un soulèvement de l'appareil. Il avait même été blessé sur son thorax. Et c'est vraiment très dangereux par rapport à la négligence de l'ingénieur. Parce que peut-être il y a des méthodes, il y a des moyens et tout, mais on oublie aussi la responsabilité de l'ingénieur ou bien du technicien sur site. Il y a aussi, des fois aussi, on a vu ce genre d'appareil. Il est vraiment néfaste, c'est qu'il dégage des zones gamma qui sont néfastes, qui sont très néfastes. Bon, j'ai oublié comment il s'appelle. Avant, il y avait. Après, je vais vous faire transmettre la photo. Il dégage. Il fallait qu'ils mettent toute une tenue spéciale. C'est aussi pour les routes. C'est concernant aussi pour le calcul, je ne sais pas exactement, j'ai oublié le mode opératoire. Juste là, voilà. Il est à l'abri carrément pour avoir la conformité pour l'utiliser, il est à l'abri. Voilà, c'est un appareil. Et aussi, il faut mettre la tenue spéciale pour faire cet essai, parce qu'il donne rapidement, c'est électronique. Mais l'ingénieur, il est carrément à côté. Il ne met ni de tenue, parce que c'est à long terme, ça. Par rapport aux ondes, c'est à long terme. Et voilà, ce qui pose problème, c'est beaucoup plus la négligence. Voilà, peut-être pour lui, voilà, c'est rien et tout, mais à long terme, voilà. Je me pose aussi la question, quand vous avez expliqué et tout, là, le parcours et tout, par rapport au thème, est-ce que l'ingénieur en génie civil, il suit des formations dans l'HSE, ou bien sur site, il y a des ingénieurs spécialisés qui font, c'est-à-dire, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire, si un accident se passe sur site, voilà, on a affaire à qui? À l'ouvrier, ou bien à l'ingénieur, ou bien à l'ingénieur HSE, ou bien à tout le monde. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est la même chose ici en Algérie? Voilà, je vous remercie. Madame, pour le témoignage et pour les questions. Ce que vous avez évoqué, c'est effectivement véridique, c'est-à-dire il y a une partie des accidents on risque de se blesser, de se tuer immédiatement à court terme. On tombe de 5 mètres de haut, de 7 mètres de haut. Il y a une opération de levage qui est en cours, il y a une rupture de l'élingue, il y a un truc qui tombe, c'est immédiat. Il y a aussi une partie des accidents, effectivement, qui sont sur ce qu'on appelle notamment les maladies professionnelles, qui sont des trucs qui se déclarent sur le long terme. Je parlais tout à l'heure des protections auditives. Si mon travail sur le chantier, c'est de tronçonner, de scier, je vous ai montré une photo de quelqu'un qui sciait un rail. Si je scie, je ne sais pas, le carrelage pour le poser pour les carreleurs, etc. Si je fais ça tous les jours, pendant un certain nombre de temps, ça a un impact sur... Donc il y a le sujet inné des maladies professionnelles qui est suivi en parallèle. Globalement, chaque équipement qu'on utilise, c'est comme un médicament qu'on achète. Donc il y a toujours une notice d'utilisation qui explique comment utiliser l'équipement, en l'occurrence en sécurité.
Donc sur des trucs qui dégagent des rayonnements, etc., bien sûr, ça doit être pris en compte, sous réserve que déjà quand on commande l'équipement, on reçoit la notice avec, qu'on prenne la peine de lire la notice, parce que de temps en temps c'est l'arc en chinois, il faut s'assurer de l'avoir dans la bonne langue, et ensuite de former les gens qui vont utiliser l'équipement à l'équipement. Ça c'est de la responsabilité de l'employeur, je pense que le code du travail, non, on ne même pas dans des textes spécifiques en prévention santé sécurité, juste le code du travail, responsabilité de l'employeur. Et comme on ne voit pas l'impact immédiat, effectivement, de temps en temps, on a dit, on est allé du 4e étage, 5e, 10e, les traces de sang par terre, etc. La police, ils viennent y prendre. Mais sur les trucs qui sont sur le long terme, parce que tout simplement, si tu emploies quelqu'un pendant une durée donnée pour un chantier, non, même pas, il change de boîte, etc. Les gens, ils ne pensent pas à ça. Donc effectivement, c'est une conscience collective qu'on doit avoir, et l'objectif de l'intervention aînée, c'est aussi d'essayer d'éveiller ça et de pousser ce truc-là. Ensuite, pour la formation des ingénieurs, on évoquait tout à l'heure effectivement que la formation initiale, y compris que les pays européens, ça n'intègre pas forcément des sujets de prévention santé sécurité, etc. Parce que aussi les sujets aînés, ils sont très liés finalement au matériel qu'on utilise sur le chantier. Et donc c'est encore une fois la responsabilité de l'employeur de former ses ingénieurs, de former ses équipes à tous les niveaux, c'est-à-dire en partant du PDG qui ne s'amarade sur le chantier, s'il ne voit pas des trucs et qu'il ne fait pas de remarques, si quand il va sur le chantier, il se pose simplement la question l'avancement, mal avancement, normalement des coulisses, le matériel, s'il n'interpelle pas ses conducteurs de travaux. Donc c'est le message implicite qu'il envoie, explicite de temps en temps qu'il envoie à ses équipes, sur l'importance qu'il donne à la sécurité de ces gars sur le chantier. S'il ne transmet pas ça, déjà on a un problème dès le début. Par la suite, à tous les niveaux, que ce soit les ingénieurs, les chefs de chantier et même les ouvriers, il y a des formations qui sont organisées. Il y a un truc qui est indispensable, qui se retrouve dans tous les pays, ce qu'on appelle la formation d'induction. Quelqu'un m'a dit, nouvelle embauché, première chose qu'il fait, c'est la formation d'induction, c'est la formation sur le chantier. D'ailleurs, j'ai plus mon truc. La photo que vous voyez à droite, là, d'un ETF, où je suis en tenue, c'était mon premier jour de travail de l'entreprise ETF. Ça a commencé par une formation. Ce que je tiens à la main, c'est ce qu'on appelle une éclisse. Donc c'est une pièce métallique qui vous permet de connecter deux bouts de rail entre eux. Et donc j'étais en formation, premier jour de travail, j'étais en formation. Donc j'ai fait 2 jours de formation, sensibilisation aux risques généraux du métier ferroviaire, etc. Parce que ça a ses spécificités, c'est pas la même chose que le bâtiment. Le bâtiment d'Assa ou une ferroviaire, il y a des machines qui sont pas les mêmes qui circulent, il y a des machines qui circulent sur des rails qu'on n'a pas dans le bâtiment, donc il y a des formations qui se font à ça. Et c'est des formations qui sont formation d'induction à Yémar, 2 jours de formation obligatoires pour tout le monde, pas de discussion. Et ensuite, à partir de là, il y a des formations spécifiques supplémentaires sur le levage, sur différents corps de métier. Et donc, la production, les équipes de production qui sont en charge de production elles-mêmes, elles sont formées à tous les niveaux, depuis le PDG, au leadership qui doit développer sur le sujet de la prévention, jusqu'à l'ouvrier qui met en place le coffrage, comme on a vu tout à l'heure. Et les vidéos qu'on a fait, c'est aussi à des fins de sensibilisation, de formation dans les différents pays. Et ensuite, il y a des gens qui sont spécialisés, comme c'est le cas pour moi, qui passent sur les chantiers, faire des visites, qui sont sur les chantiers parfois pour les très grands chantiers à plein temps, pour organiser tous ces sujets-là et s'assurer que tout est mis en œuvre. Mais on n'est que des... C'est-à-dire que tout ne peut pas tomber sur notre dos, parce qu'il y a des sujets qui sont liés à la prévention. Parce que tout le monde a une responsabilité sur le sujet de prévention. Si le responsable RH, il embauche quelqu'un, sans évaluer au préalable son niveau, les sujets de sécurité, le gars il arrive sur le chantier et c'est nous malazah. Donc le responsable RH déjà il a une responsabilité. Le responsable des achats, s'il achète un équipement, par exemple un échafaudage qui est non conforme, ou l'échafaudage n'est sur le chantier, il est non conforme parce qu'il manque des pièces. Un jour on parle spécifiquement d'échafaudage parce que je vois des trucs qui me sidèrent. Juste la résidence universitaire, les bâtiments qui sont en cours d'INA, c'est incroyable. Incroyable les trucs, l'échafaudage. Un truc à 10 mètres, 15 mètres de haut, t'as planché ou ça, l'ouvrier souffle, n'a maladie, il ne lâche même pas les accès. Donc il joue au singe, pardon l'exception, comme on dit. Donc c'est sidérant. Donc le responsable d'achat, quand il achète le matériel et que le matériel n'est pas conforme, il dit que ce chantier, je ne suis pas magicien. Donc c'est au niveau des achats que ça se gère déjà. Les méthodes en amont du chantier, si on ne définit pas nos méthodes correctement, une fois qu'on va aller les mettre en œuvre, donc c'est déjà, il y a des batailles en fait qui se gagnent
avant de mettre le premier coup de pioche. Les clôtures, les chantiers, déjà il y a des trucs qui sont déjà gagnés en termes de prévention. Et aujourd'hui, je n'ai pas parlé de théorie parce que je ne voulais pas faire des grands discours, mais beaucoup de pays, par exemple, quand vous allez soumissionner un projet, on vous demande vos statistiques en termes de prévention, en termes de sécurité. Il nous est arrivé, en Hong Kong, par exemple, d'être exclu des appels d'offres publics. Donc, en Hong Kong, on faisait essentiellement du tunnel, du pont, etc. Donc, c'est des travaux publics. Exclu de l'appel d'offres parce que nos résultats en sécurité n'étaient pas bons. Parce qu'on avait eu plusieurs accidents sur plusieurs années successives. Donc, exclu de l'appel d'offres public. Tous les appels d'offres publics. Et comme on faisait essentiellement du tunnel, du pont, donc c'est que des donneurs d'ordre public, chiffre d'affaires qui passe de plusieurs centaines de millions à zéro instantanément. Bah, croyez-moi que vous comprenez l'importance de la sécurité derrière. Donc c'est tout un... Enfin, il y a une responsabilité, c'est le message que je voulais passer, c'est qu'il y a une responsabilité qui est collective. L'ingénieur qui est en charge des travaux, il a une responsabilité. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui sont là pour amener une valeur ajoutée. Mais ça a quelque chose de c'est les gants. C'est les gants, 5 ans d'ingénieur, de 15 ans de métier psychidinal, c'est les gants. On va aller réfléchir sur des problématiques qui sont complexes. De dire l'opération de levage, comment on la prépare, aux ratio, travailler sur de la réalité virtuelle, amener des sujets qui sont stimulants intellectuellement, qui amènent de la valeur ajoutée. Le psychidinal, c'est les gants, c'est le casque, le prémaral, tu n'as pas besoin d'un ingénieur psychidinal, c'est les gants. On n'a pas fait des études pour aller dire aux gens, c'est les gants, c'est le casque, c'est les chaussures. Donc, il faut travailler sur des sujets qui sont au-delà de ça et qui peuvent, parce que c'est à la limite, à la limite, j'ai envie de dire, par rapport à le 5e étage, il y a des priorités quand même. Donc, le 5e étage, c'est pour ça, un jour on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai travaillé sur des sujets d'intelligence artificielle de logiciels qui détectent, via des caméras placées sur le chantier, les risques sur le chantier. Donc les gars, c'était des Américains, ils me disent, on est capable de dire par exemple, telle personne, elle ne porte pas de casque sur le chantier, grâce à l'intelligence artificielle. Ah, c'est ok, tu me détectes, le gars il ne porte pas le casque. Mais le gars, s'il est à 10 mètres de hauteur et qu'il te dit, allez, je m'en fous s'il ne porte pas le casque, parce que s'il ne porte pas le casque, c'est pas ça qui va le sauver. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est à 10 mètres de hauteur. S'il est sous une charge qui est en train de te lever par une branche, par exemple, un escalier préfabriqué qui est en train d'être levé par la grue. S'il ne porte pas de gants, de lunettes, à la limite, je m'en fous, parce que ce n'est pas ces lunettes, ces gants qui vont le sauver, mais il y a les escaliers. Oui, bien sûr, même le casque, je veux dire, c'est important, mais il y a une hiérarchisation, en fait. C'est pour ça qu'on parle de risque majeur. Risque majeur, ça veut dire que s'il survient, c'est grave, non mortel. Soit tu perds un membre, soit fauteuil roulant, soit et les sociétés en plus, une fois que tu as handicapé un ouvrier, déjà le fauteuil roulant, les trottoirs ne sont pas adaptés, la société n'est pas encore assez mature pour, c'est-à-dire, France par exemple, tu as obligation d'embaucher un certain pourcentage de personnes qui sont handicapées, par la loi, obligé. Tu ne l'embauches pas, tu payes une amende. C'est à 6-7% par exemple de personnes qui sont d'entreprises qui sont handicapées par la loi, obligatoire. Donc quand tu handicapes quelqu'un, mais c'est une famille que tu impactes. Donc c'est pour ça. Enfin, voilà, il y a une responsabilité collective et chacun doit assumer sa part de responsabilité. Et c'est l'exemple du colibri. Il y avait un feu, il y avait un petit oiseau, il disait oui, une goutte, mais c'est pas avec une goutte que tu vas éteindre l'incendie. Il dit au moins, moi je fais ma part. Vis-à-vis de ma conscience, je suis tranquille. Si chacun faisait sa part, on arriverait au résultat escompté. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on vous remercie pour votre présence et pour tout ce que vous faites. J'ai une petite question. C'est quoi la différence entre ce que vous avez vu ici dans nos chantiers par rapport à des chantiers internationaux? D'une autre façon, qu'est-ce qui manque dans nos chantiers en question de moyens ou de qualité de prévention, etc., par rapport à des chantiers à l'international? Et merci. Teksaha pour la question. Je dirais qu'il y a deux cas de figure.
de ce que j'ai vu en Algérie jusqu'à présent. Alors, par exemple, même si ça date un petit peu, peut-être de 7 ans, 6 ans en arrière, un peu plus, Civital. Civital, le complexe Nédé-Gubguès. Pour aller visiter, j'ai rencontré les gens qui sont en charge du qualité prévention environnement, donc notamment prévention. On a discuté pendant 2-3 heures et on a fait un tour de site après. Donc c'est vital, vous avez même des sous-traitants étrangers qui viennent travailler sur le site, etc. Il y a une certaine, déjà, c'est vital, tout le monde en tenue, chaussures de sécurité, casque, tout ça, c'est pas négociable, de prime abord. Par la suite, quand tu passes, bon, il y a certains trucs qui t'interpellent, par exemple le travail sur les échelles. Par exemple, qui va changer l'ampoule, il y a une échelle de l'échelle, il ne faut pas oublier que l'échelle, ce n'est pas un poste de travail. L'échelle, c'est un moyen d'accès. Et encore, ce n'est pas un moyen d'accès optimal. Mais si elle est à l'échelle de l'ampoule, ça peut tuer. Même une échelle de 2 mètres, on a eu des accidents mortels, 2,50 m. C'est-à-dire avec l'échelle, il perd son casque. C'est pour ça que quand j'ai mis mon casque, j'ai mis la jugulaire, ce qu'on appelle la jugulaire, qui est le truc qui est le casque derrière. Parce que quand tu tombes, le casque qui te rare. On a eu des accidents 2,50 m, c'est-à-dire avec l'échelle, qui est le casque qui s'avère, il meurt. Donc, on voit des trucs, je veux dire, c'est perfectible, là, c'est vital d'année, mais il y a une base. Il y a une base, il y a quand même quelque chose qui se fait. Il mesure les accidents. Quand il y a un accident qui survient, il l'analyse pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour mettre en place des actions correctives, pour que ça ne survienne pas de nouveau, etc. Ça, c'est ce que j'ai vu de plus mature, on va dire, des Gilzer. À côté de ça, il y a tous les taravois à droite à gauche qui peuvent venir des différentes compagnies, jusqu'au gars qui est en train de construire son R+5. Les Zethoukham, par exemple, il y avait à côté de nous quelqu'un qui était en train de faire une toiture. Tous les ouvriers qui étaient sur la toiture, on n'avait aucun d'attaché. Déjà, je ne parle même pas des EPI, parce qu'on s'en fout, parce qu'il y a à 10 mètres de hauteur sous le toit, en train de faire une toiture. Et on n'a aucun qui est attaché, il n'y a pas de système de protection collective, on a derrière les Nimoth. C'est très simple. Et en plus, à un moment donné, il y avait un gars en bas qui était en train d'acheminer le matériel, les trucs enfin, les matériaux. Parce qu'il n'a pas de casque en bas, il la prend sur la tête, pareil, on peut le tuer. Donc, il n'y a rien de mis en place. C'est-à-dire qu'il faut partir de zéro et monter la sound. Donc, il y a 2 cas de figure, on va dire. Les bâtiments dont j'ai parlé tout à l'heure, les échafaudages qui sont montés en façade, on n'a aucun conforme. Aucun. Mais c'est qu'un non-conforme, c'est-à-dire non-conforme à un niveau grave. Le truc, il n'est même pas autostable. Il est en façade, il n'est pas attaché à la façade. Donc il est capable, si l'échafaudage n'est complet, un coup de vent, l'échafaudage n'est complet derrière les foubérides. Mais c'est parce qu'on n'a pas la culture en interne et le patron de la boîte, quand il achète un échafaudage, qui est l'essentiel, l'échafaudage, il y a les montants, il y a les cadres, et puis il y a les planchers au dernier niveau, comme ça ils se mettent au dernier niveau. Mais il y a les Aoussaoun, avec le plancher Nédé, c'est les Aoussaoun. Et tout en bas, il n'y a rien. Comment l'ouvrier accède à l'échafaudage? Comment il est en protection quand il est sur l'échafaudage? Comment l'échafaudage tient? Parce que l'échafaudage, c'est une structure. C'est-à-dire, ce que je montais tout à l'heure, il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à des structures temporaires du chantier. C'est des trucs qu'on monte, par exemple le coffrage et le plancher, par exemple la stabilisation de la cage de ferraillage. C'est des structures qui sont temporaires sur le chantier. On les monte pour construire et on les démonte ensuite. Donc, ce qu'on calcule, ce qu'on nous apprend à calculer avec les formations d'ingénieurs, c'est l'ouvrage définitif, c'est-à-dire le voile, la poutre, le poteau, le plancher, etc. Ça, on nous apprend à calculer. Mais les ouvrages temporaires de chantier, ça doit se calculer aussi. C'est de la structure métallique. Donc ça se design, entre guillemets, ça se conçoit. Design au sens concevoir. Donc c'est tout ça qu'on doit intégrer. Et on oublie parfois que la réglementation, non, ne serait-ce que le code du travail, elle nous impose ça. Donc par rapport à ça, on se réveille quand il y a un accident mortel, nous qui est responsable, et là on se réveille. Et c'est dramatique. Et donc c'est pour ça que voilà, moi je fais ça des douanes pour essayer de déclencher quelque chose entre guillemets, que vous portez le message à ce et puis on continue à travailler tous ensemble. Il y a de plus en plus de formations privées HSE, Madame HSED. Ouais, voilà. Donc ça commence à venir un petit peu. Mais il ne faut pas penser que le HSE, la sécurité sur le chantier, c'est le problème des HSE. Parce qu'Imanis, il ne va jamais pouvoir rien faire. Et j'ai donné des exemples tout à l'heure de beaucoup de sujets se gagnent avant même le démarrage du chantier. Et il n'est pas impliqué sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en phase commerciale, moi je veux être présent. Quand on discute en phase commerciale, après le début du chantier, déjà je veux être présent pour dire ok, quels sont les grands risques qu'on a identifiés, qu'est-ce qu'on met en place pour
pour les contrer, quoi. C'est-à-dire si on a des levages à faire et que nos engins de levage ne sont pas en capacité de lever ce qu'on doit lever, déjà on a un problème. Si moi mon métier c'est d'aller courir après les casques et les gants, c'est pas ça le sujet. Donc voilà, je pense qu'il y a, on trouve de tout, des morts. Les grosses boîtes, je pense qu'elles commencent à se structurer, surtout les boîtes internationales. Alors j'ai vu le cas de Civital en particulier, je pense qu'aussi DR, etc., on commence à voir des choses. Les plus petits entrepreneurs, je pense Mazal, on n'a pas encore cette culture-là. Et les gens qui font de l'inspection du travail et tout, je pense qu'ils ne sont pas assez structurés pour pouvoir couvrir, pour être à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, il est extrêmement important parce que ça construit partout. Et puis, il y a un certain fatalisme. Il y a le 5e étage, le Miktoub. Tout ça. Le Miktoub, c'est pas ça. Le Miktoub, c'est ce qui reste quand toi, tu as fait tout ce que tu devais faire. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, il n'y a aucune protection collective. Oui, le Miktoub, mais est-ce que toi tu as fait ce que tu devais faire? C'est ça. Le Miktoub, on dit la fatalité, c'est ce qui reste quand on a fait tout ce qu'on a pu. Terminé, si c'est 100%, 99. 100. On ne peut rien faire. Mais il ne faut pas dire le Miktoub. Pardon. Juste pour apporter un plus sur la question, il voulait comparer entre, c'est-à-dire notre pays par rapport à la technologie, développer des moyens plus sophistiqués, plus technologiques, plus numériques, plus approfondis sur le risque. Mais croyez-moi, moi personnellement, j'ai été, sans trop citer le nom, sur une entreprise étrangère ici en Algérie, qui a des ingénieurs, c'est des Algériens, il y a aussi des étrangers. Et croyez-moi, j'ai vu de toutes les couleurs. Et alors, entre parenthèses, pour clôturer ça, je parle beaucoup plus de conscience professionnelle. Parce qu'on peut avoir tous les moyens du monde, toutes les formations du monde, mais si l'ingénieur ou bien le technicien il n'a pas cette conscience-là du risque qu'il peut avoir à tout instant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vraiment. Oui, c'est complètement vrai. Et puis les entreprises, même étrangères, quand elles vont dans les pays, il ne faut pas oublier que le but numéro 1, c'est de gagner de l'argent. Bien sûr, ils viennent ici, sinon ils ne viendraient pas. Dans les autres pays. Donc ils viennent, leur but numéro 1, c'est de gagner de l'argent. Ensuite, quand ils arrivent ici, ça dépend des pays. Il y a des pays, par exemple, l'Inde, il y a beaucoup d'expatriés. Moi, quand j'ai été au Turkménistan, on était beaucoup d'expatriés. On a beaucoup moins aujourd'hui. On est 10 ans, 15 ans après, on a beaucoup moins, parce qu'il n'y avait pas la compétence locale. Mais dans beaucoup de pays, c'est les locaux qui travaillent. C'est-à-dire à Singapour, on a pratiquement 0 expatriés. Au Maroc, on a pratiquement 0 expatriés. C'est les compétences locales qui travaillent. Et donc l'entreprise, elle fait avec ce qu'elle a sur le terrain comme main-d'œuvre, entre guillemets, parce qu'amener un expatrié, quand j'étais au Turkménistan, même en stage, il faut payer le billet d'avion, il faut payer le salaire de stage, il faut payer le logement, il faut payer la voiture, il faut payer les billets pour les vacances après. Donc c'est un coût qui est très important par rapport à embaucher quelqu'un localement. Donc bien sûr, tant qu'ils peuvent, ils embauchent localement. Et les sous-traitants d'année, il ne faut pas oublier les sous-traitants, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a, par exemple, généralement, les entreprises de construction, ils font le gros œuvre, c'est-à-dire le béton, ils font eux-mêmes, la structure, et ensuite tous les corps d'état architecturaux, peinture, moquette, les sièges, les menuiseries pour le clos couvert, les menuiseries intérieures, les corps d'état technique, donc électricité, soit courant fort, courant faible, la clim, etc. Tout ça, c'est sous-traité. Et donc l'entreprise, quand elle arrive, elle regarde on est des choses comme sous-traitants dans le pays. Et elle embauche les sous-traitants qui ont leur propre maturité, leur propre conscience, leur propre degré. Donc elle aussi, elle se confronte aussi à ça. Ça peut pas être parfait du jour au lendemain. En même temps, on ne peut pas tuer des gens sur le chantier, parce que c'est inadmissible. Et donc, l'important, c'est que la progression, elle soit importante et elle soit fulgurante, et que les trucs les plus majeurs, entre guillemets, il faut qu'on essaye de les bloquer, même si on n'est jamais à l'abri, malheureusement, parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent conduire à un accident. On peut mettre tout ce de temps en temps, tout est conforme, l'échafaudage il est conforme, etc. L'ouvrier passe par l'extérieur. Et on ressort les formations, il a été formé. Donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent conduire à ça. Et les entreprises étrangères, c'est pas parce que c'est étranger que c'est forcément mieux.
Ah, ça c'est sûr et certain. C'est pas parce que c'est étranger que c'est forcément mieux. La preuve, d'être aux accidents, grand groupe mondial. C'est comme ça. Donc personne n'est à l'abri. Et j'ai monté des accidents. C'est un concours de circonstances parce que j'ai choisi plus le thème de Maroc, Turkménistan, Cuba. Mais ça aurait pu être Singapour, Hong Kong, Angleterre, par exemple. Alors ils ont des systèmes aussi législatifs qui sont plus corsés et tout, mais on a eu des accidents d'un grave et mortel. D'ailleurs le quatrième que j'avais, je l'ai enlevé en bas pour essayer de raccourcir un petit peu, c'était à Singapour. Singapour, ça m'a connu pour être un grand pays développé, etc. Mais on a quand même des sujets sur le chantier. Parce que Singapour, en plus, ouvriers étrangers qui viennent, ils ne parlent pas forcément la langue. Chantier en Qatar que j'ai monté tout à l'heure, en Doha, Qatar Petroleum District, on avait 6 nationalités différentes sur le chantier. Entre Indiens, Thaï, Bangladesh, Chinois, etc. Déjà, les gens sur le chantier ont la même langue. Rien que pour aller les former, il faut faire des formations en 6 langues différentes. Mais c'était un chantier faramineux, de plusieurs milliards, etc. Donc rien que pour communiquer avec les gens, c'était des notions différentes. Donc ouais, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent concourir à un accident sur le chantier et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, la bataille n'est jamais gagnée, c'est vraiment un combat du quotidien. Khaled.